Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle session de France Assos Santé. Alors, nous ne sommes pas au complet encore parce que nos experts sont un petit peu coincés dans leurs consultations et dans leurs travaux divers, mais ils nous rejoignent, ça c'est sûr. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Claude? Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Vous allez encore être nombreux, mais c'est vrai que l'horaire de 17h n'est pas favorable pour ceux qui veulent profiter encore de l'heure qui leur reste pour être dehors. Et à l'avenir, nous nous calerons sur le 18h. Retenez-le pour la prochaine fois. Bienvenue aussi à nos experts. Donc, pour le moment, nous en avons déjà 2 sur la plateforme. Les 2 autres vont arriver. Ils seront là, rassurez-vous. Nous allons aujourd'hui parler des actualités thérapeutiques de cette épidémie, tant dans la médecine de premier recours qui a beaucoup changé, que les patients qui sont admis pour les patients hospitalisés en réanimation, donc tout le long du parcours. Mais auparavant, Frédéric, je crois qu'il y a quelques informations techniques à donner. Juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas le modèle, on vous conseille d'être sur Google Chrome pour pouvoir être bien confortable et d'être en connexion filaire pour ne pas avoir de problème de bande passante, surtout quand les connexions vont affluer. Voilà, donc. Et vous avez le chat sur le côté, vous pourrez poser vos questions sans aucun problème. On essaiera de les traiter au gré de l'actualité de ce webinaire. Alors, pour nous parler des actualités thérapeutiques sur la plateforme, vous avez, bon, chacun lève la main quand je le désigne. Madi de Nantes m'a dit, pour nos habitués, vous la connaissez déjà, elle est médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle. Elle est aussi membre de ce qu'on appelle la CPTS Île-de-France, Madi. Non, Paris 20e. À Paris, une spéciale. Paris 20e. Paris 20e arrondissement. Il y en a une par arrondissement. Oui. Qui sont les CPTS, sont des communautés professionnelles de territoire de santé. Et Jean-Pierre Théry, que vous connaissez aussi, qui est le conseiller médical de France Assos Santé, spécialiste en santé publique et particulièrement présent là aujourd'hui parce qu'il est par ailleurs membre de ce qu'on appelle la CT, la Commission de la transparence sur les produits de santé à la Haute Autorité de Santé. Donc, sur cette plateforme, vous avez aussi Frédéric Zenouda, Frédéric qui est donc le chef d'orchestre, qui reçoit et qui lit vos questions et qui les regroupe pour nous les transmettre. Moi-même, je suis vice-présidente de France Assos Santé et que vous ne voyez pas, il y a Natacha qui veille et qui nous accompagne tout au long de ce webinaire. Et puis, le président de France Assos Santé, vous ne le voyez pas, mais il va quand même vous adresser quelques mots très rapidement. Gérard Raymond, qui est chargé de vous accueillir. Donc, et maintenant, Gérard Raymond, c'est à vous. Le mot du président. Chers amis, par ce webinaire, nous poursuivrons notre mission d'information et d'échange, particulièrement sur l'actualité sanitaire de notre pays et la crise Covid. Après avoir exploré la vaccination, sa stratégie, il y aurait encore beaucoup à dire dessus, sur les vaccins, bien entendu, nous avons abordé dans notre dernier webinaire les complications du Covid long et ce soir, nous voulons aborder les pistes thérapeutiques ainsi que l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de Covid grave. Tout le monde se souvient de la chloroquine et de ses effets sur la controverse scientifique, tout autant que sur notre confiance. Aujourd'hui, parmi les nouveaux médicaments, les antiviraux, les anticorps monoclonaux, éviteraient-ils les formes sévères et réduiraient-ils les risques de réanimation? Peut-être. Un espoir de plus. Mais voilà, cela n'est pas aussi simple. Et déjà, nous avons quelques contestations et des faux espoirs. Y a-t-il d'autres pistes? L'engagement des chercheurs et des soignants, tant dans les services hospitaliers qu'en médecine de ville, a déjà permis de grandes améliorations dans la prise en charge de toutes les personnes atteintes de Covid et particulièrement les Covid graves. Il ne nous reste donc plus qu'à apprendre encore en les écoutant et en partageant avec eux leur expérience. Bon webinaire et à bientôt.
Merci, merci, Gérard. Merci pour ton mot de cet édito. Donc, va arriver sur la plateforme Christelle Ratignier-Carbonneil. Christelle, elle est déjà venue pour parler des vaccins avec nous. Elle est spécialiste en immunohématologie et elle est directrice de l'Agence nationale des produits de santé, l'ANSM. Donc, elle va arriver d'une minute à l'autre. Et puis, arrivera aussi Djilalil Hanan. Djilalil est professeur en médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Donc, il nous parlera, lui, des traitements. Il va nous parler tout de suite. Nous allons aborder la question du premier recours, c'est-à-dire du début de la contamination et de l'infection, de la prise en charge à domicile ou en cabinet de ville. Et Djilalil, lui, il traitera tout à l'heure des nouveaux traitements en matière dans les unités de réanimation. Donc, avant de commencer, je vais demander déjà à Jean-Pierre Thierry et Madi Benante de nous dire quel est le parcours du produit de santé pour arriver jusqu'au patient, afin qu'on comprenne mieux pourquoi certains médicaments dont parlent les médias, tout d'un coup, on nous dit « Ah ben non, celui-là, il n'est pas bon, ou finalement, on ne va pas le prendre, etc. » Donc, le parcours, depuis effectivement l'Agence européenne des produits de santé, en passant par l'ANSM, quel est le rôle de l'ANSM, éventuellement les ATU. Qu'est-ce que ça veut dire ATU? Tous ces cycles que l'on va utiliser en permanence, il faut d'abord les expliciter. Claude, excuse-moi, juste un petit mot, Claude, ton micro a été voilé. Tu as peut-être mis un papier sur ton micro. Ah, oui. D'accord, bon, voilà, c'est mieux là. Comme ça? Oui, il y avait quelque chose qui cachait. Ok, Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre. Bon, alors, donc comme pour tout médicament, alors si on parle des médicaments, parce qu'en fin de compte, la prise en charge des Covid, que ce soit en ville ou même à l'hôpital, ne repose pas que sur le médicament. J'empiéterai pas sur la ville, mais à l'hôpital, il y a bien d'autres techniques, notamment l'oxygénothérapie, la prise en charge de l'ensemble des complications, notamment évidemment avec l'oxygène à très haut débit, entre autres. Mais il y a d'autres techniques dont Djilalil en parlera. Si on se limite aux médicaments, et je ne parlerai pas des vaccins à ce stade, comme ça a été dit par le président, il y a plusieurs pistes qui reposent sur des mécanismes physiologiques, c'est-à-dire de la connaissance de la façon dont cette maladie s'installe et évolue, à la fois parce que le virus a un impact direct, notamment sur les voies respiratoires et pas seulement, et parce qu'il y a aussi des réactions immunitaires. Donc, d'une façon générale, quand on essaye de démontrer qu'un médicament est efficace, c'est par rapport à une situation clinique qui est bien définie. On a une première difficulté avec le Covid-19, c'est que, je pense que Madi en parlera, c'est que le spectre des manifestations cliniques est extrêmement large en réalité, et que c'est une maladie qui peut évoluer très vite. C'est une maladie aiguë, hein. On a parlé des Covid longs, mais dans la forme dont on parlera aujourd'hui, on parlera surtout d'une maladie aiguë, c'est-à-dire d'une infection aiguë qui peut évoluer très vite. Et donc, pour établir la capacité d'un médicament à rendre un service, il y a des méthodologies dont on parlera, qui sont liées à la recherche clinique dont Djilalil et dont Madi parleront, je pense, et qui respectent des méthodologies, notamment d'essais qu'on appelle des essais contrôlés en double aveugle auxquels les patients prêtent leur concours puisqu'ils acceptent de rentrer dans des protocoles. Et donc, sur la base de ces protocoles cliniques, en général, si un industriel va demander une autorisation de mise sur le marché, c'est la question que posait Claude, et pour des médicaments, pour des molécules innovantes, la demande d'autorisation de mise sur le marché se fait systématiquement pas en France, mais au niveau européen. Il y a une reconnaissance mutuelle entre l'Europe, la France et les autres pays européens pour que si une agence s'appelle l'Agence européenne du médicament, on l'appelle souvent l'EMA en anglais, donne une autorisation, elle sera respectée en France. Mais ça passera quand même à la NSM et à un organisme qui s'appelle la Commission de la NSM, donc c'est là où Christelle est directrice générale et elle va arriver tout à l'heure. Voilà. Alors la NSM et l'EMA travaillent vraiment de concert parce qu'il y a une reconnaissance quasiment automatique, même s'il y a évidemment des commissions à la NSM. Et puis pour savoir si un médicament sera pris en charge par la collectivité en France, ça passe par la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, qui évalue ce qu'on appelle le service médical rendu et qui le compare aux autres thérapies existantes pour définir ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu.
Si le service médical rendu est considéré comme insuffisant, le médicament, il pourrait être vendu en France, mais à un prix libre et il ne sera pas pris en charge par la sécurité sociale. Et l'amélioration du service médical rendu conditionne la négociation du prix avec un comité interministériel qu'on appelle le CEPS. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça se fait donc en 2 étapes. Une étape au niveau de l'EMA et de la NSM qui, sur un médicament, détermine ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et au niveau de la commission de la transparence, quand les médicaments seront proposés à la commission de la transparence, qui ne va pas réévaluer la balance bénéfice-risque, mais l'évalue dans ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique et le compare aux thérapies existantes. Et quelquefois, c'est pas tout à fait la même approche, on va en reparler, notamment peut-être à partir d'un médicament qui s'appelle le Remdesivir, dont vous avez entendu parler. Micro. Micro. Claude, le micro. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions pour Madi de Nantes sur la médecine de ville? Oui, quels sont la première question, c'est quels sont les traitements à disposition? Et la deuxième question, peut-être qui fait le pendant, mais qui demandera peut-être un développement, c'est y a-t-il une différence entre le traitement de la Covid actuelle et celui considéré comme le Covid long? Y a-t-il une différence de prise en charge? Alors déjà, quels sont les médicaments et quels sont les traitements actuellement mis à disposition pour les patients en ville? Alors, les traitements en ville, juste le président tout à l'heure parlait des Covid graves et ça va être le sujet et on a Gilali, je pense qu'il va venir, qui va en parler. Avant de répondre à la question qu'a posée Frédéric, je voudrais rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, 9 Covid sur 10 sont des Covid bénins. Et c'est cela dont nous, en ville, nous nous occupons. Alors j'explique, il y a presque la moitié des personnes infectées qui n'ont aucun symptôme, on les appelle asymptomatiques, mais qui ont toute notre vigilance parce qu'ils peuvent transmettre la maladie. Donc, quand il y a des symptômes, la plupart du temps, ce sont des symptômes banaux et qui disparaissent en quelques jours. Donc, toute l'attention de la médecine de ville, du médecin généraliste en particulier et de l'équipe de soins primaires, ça va être d'abord la première mission, ça va être de repérer les porteurs asymptomatiques, repérer les gens qui sont symptomatiques pour, dans un premier temps, casser les chaînes de transmission. Donc ça, peut-être qu'on y reviendra après. Le deuxième temps de la prise en charge, ça va être quand on a repéré quelqu'un qui est symptomatique, et là je vais répondre à la question de Frédéric, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a le Covid? Eh ben on surveille. On est très attentif dans la surveillance. En général, je vous l'ai dit, la maladie va guérir toute seule. Sauf qu'on sait que dans les 5 à 10 jours du début de la maladie, il peut y avoir des aggravations. Donc, nous sommes extrêmement vigilants. En utilisant déjà le travail en équipe, là, les infirmiers, qui, dès qu'on a la moindre inquiétude, alors quand est-ce qu'on va avoir une inquiétude? Quand les gens sont âgés. Ça va être notre première inquiétude. Et puis, quand il y a des maladies, ce qu'on appelle les comorbidités, dès qu'on craint que ça s'aggrave, les infirmiers vont aller à domicile pour surveiller. Comment les infirmiers vont surveiller? Il y a plusieurs signes cliniques qui sont le quotidien du médecin, la tension, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, et un outil qu'on utilise beaucoup qui est l'oxymètre de pouls, qui est un outil tout simple. Donc je sais que Claude là, qu'on met au doigt. Pardon. Et la photo, Frédéric? Ça s'achète en pharmacie, c'est en vente libre, ça coûte 29 €. Mais vous pouvez vous le faire prescrire. Et donc, voilà. Et donc, ça va être, nous allons surveiller quand nous avons des inquiétudes. Nous allons être très très vigilants. Donc, la surveillance, ça peut être une téléconsultation à J7, donc à 7 jours après le début des symptômes, et à la moindre inquiétude,
les infirmiers à domicile qui font la surveillance à domicile 2 fois par jour. Juste une information, oui, parce que les formes 9, dans 9 cas sur 10, ce sont des formes bénignes ou asymptomatiques, mais si on prend chez les personnes de plus de 65 ans, là, ce n'est plus que 7 fois sur 10 que c'est bénin. C'est encore 7 fois sur 10. Mais donc, 3 fois sur 10, il y a une forme grave qui peut démarrer. Donc, toute notre vigilance va être sur vite faire hospitaliser nos patients si on craint une forme grave. Madi, on parle d'oxymétrie et on peut donner les chiffres à partir desquels on est considéré comme normaux et après à partir desquels on doit peut-être s'interroger, à partir duquel on doit peut-être aller consulter ou voire même à l'hôpital. Alors, le chiffre, l'oxymétrie normale est supérieure à 95%. Elle est souvent à 98, 99, donc au-dessus de 95%. Oui, expliquez, parce que nous, on connaît, mais il y en a beaucoup qui sont connectés, qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire 95% de quoi? D'oxygène. Donc, ça mesure l'oxygène dans le sang. Et donc, l'oxymétrie nous permet de voir qu'il y a une bonne oxygénation ou au contraire une mauvaise oxygénation. Donc, on met le doigt, si on fait, peut-être on peut montrer, Claude, on met le doigt là, et puis le chiffre sur le dessus, le chiffre, il va y avoir, non, de l'autre côté, voilà, il va y avoir le chiffre qui va être, donc, en général, donc rassurant au-dessus de 95%. On est très vigilant en dessous de 95% et on hospitalise en dessous de 90%. Alors juste attention, sauf pour les personnes qui ont des antécédents, des maladies pulmonaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tous mes patients que je vois au-dessus de 65 ans, je leur fais une oxymétrie, même si je les vois pour autre chose, le suivi de leur diabète, sur le suivi habituel. J'ai maintenant une oxymétrie dans tous mes dossiers. Parce que il y a des patients qui ont des maladies pulmonaires qui, de base, ont une oxymétrie à 93%. Donc là, bien entendu, c'est leur taux d'oxygène dans le sang habituel. On rappelle que c'est non invasif, non douloureux et que c'est quelque chose de facile à faire à certaines conditions. Hein, de ne pas avoir froid. C'est intéressant de le savoir parce que si les gens le font dehors avec le froid, il y aura une oxymétrie qui sera très inquiétante. Donc, peut-être rassurer Jean-Pierre, vous m'avez dit, donner les précautions parce que comme c'est un indicateur à domicile qu'on peut avoir, c'est peut-être intéressant d'avoir ces précautions. Donc, j'espère que je ne vais pas en oublier. Alors, on a quelquefois des difficultés avec le vernis à ongles. Donc, quelquefois, on est obligé. Donc, le froid. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jean-Pierre? Bon, le froid, c'est sûr, si vous mettez le doigt dans un glaçon, dans quelque chose de froid, vous allez retrouver avec une oxymétrie à 70%, il faudra appeler le SAMU. Trop tard. Madi, qu'est-ce qui a changé par rapport il y a un an quand vous êtes venu sur la plateforme pour parler de la prise en charge à domicile? Aujourd'hui, un an après, qu'est-ce qui est différent pour vous dans la pratique? Alors, je vais commencer par la fin, parce que qu'est-ce qui a changé? C'est les vaccins. Pour nous, c'est vraiment l'espoir de sortir de ce tunnel, c'est les vaccins. Et ça y est, on vaccine depuis déjà quelques mois dans les centres de vaccination qu'on a contribué à monter avec la CPTS. Et maintenant, on vaccine depuis fin février dans notre maison de santé. Là, je vous reçois dans la cuisine parce que tout est en activité à fond en ce moment. La moindre salle libre est immédiatement prise pour organiser un tour de vaccin. Toute l'équipe est mobilisée sur ces vaccinations. Donc, grand espoir, et je commence par ça parce que… Mais est-ce que, par exemple, c'est toujours le paracétamol qui est utilisé pour calmer la fièvre ou les maux de tête dans cette phase tout à fait précoce de la maladie? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on revient sur la maladie. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est diagnostiqué Covid? Alors, isolement, bien sûr, isolement, cas contact, donc prendre le temps d'une enquête pour essayer de casser la chaîne de transmission. On rassure, on rappelle aux gens qui sont quelquefois paniqués que
9 fois sur 10, c'est une maladie totalement bénigne et qu'on va surveiller pour être sûr qu'ils sont dans cette situation. Et les traitements, c'est des traitements alors très basiques. Là, j'ai pas de grande nouveauté à annoncer pour la médecine générale. Du paracétamol. Ah, voilà Christelle. Voilà, Christelle. Du paracétamol pour les fièvres et les douleurs. Sucer des pastilles quand on a mal à la gorge et des lavages de nez à l'eau salée quand on a le nez pris. Il n'y a pas aujourd'hui en médecine de ville, c'est surtout sur le plus que nous avons aujourd'hui par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a un protocole de surveillance très strict, très rigoureux et très balisé, avec intervention éventuellement, je vous l'ai dit, des infirmiers et infirmières si besoin, pour être sûr que, et tout particulièrement entre J5 et J10 où on est très vigilant, tout particulièrement chez les personnes âgées ou les personnes à risque. Dès que Christelle sera arrivée, on va l'accueillir. En attendant, Jean-Pierre, tu veux la parole, mais je voudrais que, Madi, vous nous disiez aussi, est-ce que ça change le nouveau variant pour les prises en charge? Est-ce que les formes cliniques que vous voyez avec le nouveau variant, je ne sais pas lequel, d'ailleurs on dit que c'est plutôt le britannique qui s'installe dans la région où vous êtes, en Île-de-France, est-ce que ça change dans les manifestations cliniques des patients ou est-ce que ce sont les mêmes manifestations cliniques? Alors, c'est les mêmes manifestations cliniques. Ce qui change, c'est qu'on isole les gens 10 jours au lieu de 7. Donc ça, c'est un grand changement. Pour l'instant, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a une transmission très importante. Donc, on insiste beaucoup sur l'isolement, les gestes barrières. Au niveau des signes cliniques, ma réponse aujourd'hui au 10 mars, au 11 mars, c'est que non, il n'y a pas de, je ne vois, c'est les mêmes signes cliniques que ce qu'on a connu depuis un an. Jean-Pierre? Sur le variant anglais, oui, il est 1,5 fois plus contagieux, mais surtout depuis hier, depuis une grande série rétrospective britannique, on sait qu'il est environ 1,5 fois à 2 fois plus mortel, en fait. Donc, et la combinaison des deux fait que, on en reparlera avec Djilali, on voit des gens plus jeunes arriver en réa parce que peut-être que les gens plus jeunes se protègent moins que les gens plus âgés avec des comorbidités en population générale. Et donc, ça expliquerait une partie de l'arrivée quand même inquiétante de beaucoup de gens en réanimation en ce moment dans plusieurs régions. Je voulais juste une question pour Madi et une remarque. Dans beaucoup de pays nordiques, quand même, la prescription de vitamine D est assez systématisée. Il y a quand même un bon niveau de preuve pour penser que ça favorise une meilleure immunité. Je pense, il faudra demander à Djilali si c'est fait aussi en aigu à l'hôpital, mais j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux en prendre un peu tous les jours plutôt que 2 ampoules rapprochées. Est-ce que vous avez cette expérience? Puisque non, alors on a suivi la réflexion sur la vitamine D. Nos patients plus âgés ont, pour des raisons de prévention de l'ostéoporose, des prescriptions régulières et hors Covid de vitamine D, mais en ampoule, comme vous disiez. Et moi, ce que j'ai lu, pour l'instant, c'est que rien ne disait que la vitamine D changeait quelque chose. Donc, mes sources, c'est la revue Prescrire que nous lisons et qui fait de l'actualité sur tout le Covid. Et pour l'instant, j'étais attentive sur la vitamine D. On aimerait bien pouvoir avoir une prescription autre que du paracétamol. Mais pour l'instant, rien n'indique que… et comme toujours, moi, ce qui m'inquiète quand j'entends ça, c'est attention, la vitamine D, comme tout médicament, paracétamol compris, a des effets indésirables si c'est pas pris, si on en prend trop. Donc, pour l'instant, nous, dans l'état actuel des connaissances, dans notre maison de santé, nous ne prescrivons pas de vitamine D pour le Covid, ni en prévention, en dehors de la prévention, bien sûr, de l'ostéoporose. La prévention, et on continue à en prendre, parce que tout le monde prend de la vitamine D, donc on continue à faire la différence entre les deux. Donc, Christelle est repartie. Un dernier point pour la surveillance telle que l'a présentée Madi est d'autant plus importante que dans certaines populations, une partie des cas graves arrivent à l'hôpital, en fin de compte. C'est décrit dans plein de pays, sont des gens qui ont vraiment pas fait assez attention, c'est-à-dire qui n'ont pas été assez alertés et qui ont très tardé avant de consulter, ont pas eu un suivi suffisamment important et donc ils se retrouvent déjà dans un état vraiment presque critique à l'hôpital. Donc le suivi en médecine de ville est vraiment très très important sur ceux qui peuvent faire des cas graves et notamment parce qu'il y a ce fameux rebond vers 9 jours, 10 jours qu'on voit chez les personnes âgées ou chez celles qui ont des comorbidités. Ça veut dire, Madi, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on peut avoir 5-6 jours qui se passent bien. On pense avoir une forme finalement tout à fait
pas asymptomatique, mais très légère, et tout d'un coup, les choses vont se déclencher. C'est ça? Tout à fait. C'est pour ça que de manière systématique, nous faisons une téléconsultation à J7, donc 7 jours après le début des symptômes. De manière C'est systématique. un moment de surveillance important, surtout chez les personnes fragiles et plus âgées, qui peuvent décompenser rapidement sur le plan, si j'ai bien compris, respiratoire, d'où l'oxymètre. Et alors, on rassure quand même parce que il y a beaucoup de panique et d'inquiétude. Donc, on essaie de rassurer tout en alertant sur les signes d'alerte et en étant disponible en cas de besoin. Avec la téléconsultation, c'est très simple. En mettant de manière systématique cette téléconsultation s'il y a des facteurs de risque. Pour les plus jeunes qui n'ont aucun facteur de risque, on leur propose, mais sans l'impôt, enfin on n'impose pas, hein, mais on leur dit si besoin, à J7 vous m'appelez. Les personnes plus à risque, plus âgées, on leur donne le rendez-vous est calé à 7 jours. Je crois que c'est important de dire qu'il n'y a pas besoin d'un ordinateur pour faire une téléconsultation. On peut la faire aussi avec un téléphone qui a au moins le son, donc ils l'ont tous, et éventuellement la visio, et ça peut se faire avec un téléphone. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Christelle. Dès qu'elle est là, on lui saute dessus. Hein. Non, elle n'est pas là, elle est hélas en ligne. C'est pour ça qu'elle est venue à la partie, hélas en ligne pour le travail. Donc, elle nous rejoint dès qu'elle peut. Voilà. Bon, alors, je continue sur les questions. Tu oui. permets, Claude ? Ouais. Les questions, c'est de savoir maintenant quelle est la continuité des soins avec le vaccin. Donc, est-ce qu'on continue un traitement? Est-ce que le vaccin fait arrêter le traitement qu'on avait en cours? Je ne parle pas des pathologies, je parle de Covid. Hein. Je parle évidemment, son traitement habituel doit être continué. Mais est-ce qu'on doit surseoir le traitement contre la Covid en étant vacciné? C'est la question qui est posée. Alors, j'ai pas bien compris, puisque si je suis vaccinée, on ne vaccine pas les gens qui sont en train de faire la maladie Covid. C'est une contre-indication. Quand on vaccine, la première question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez fait un Covid récemment? C'est quoi récemment? Alors, c'est 3 à 6 mois. D'accord. Et si vous avez fait un Covid il y a dans les 3 mois précédents, aujourd'hui, ce qui est incroyable, mais c'est nécessaire, hein, c'est que les choses changent très vite. Et donc, nous devons toujours être vigilants sur les nouvelles recommandations, parce que les recommandations changent vite et c'est notre rôle de soignant de bien nous tenir au courant. Donc maintenant, j'ai commencé les vaccinations en disant pas de vaccination s'il n'y a pas 3 mois de délai depuis votre Covid. Et là, j'ai lu que 6 mois. S'il fallait attendre 6 mois avant de vacciner, donc on s'adapte, enfin on le fait. Et deuxième question, est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous êtes malade? Donc, si vous avez de la fièvre et on prend la température avant de vacciner, eh ben, on va, bien entendu, on ne vaccine pas quelqu'un qui a de la fièvre, puisqu'il est peut-être en train de faire une maladie Covid, et dans ce cas, on ne vaccine pas. Donc, la question de quelqu'un qui a la maladie Covid, on ne le vaccine pas pendant la maladie, ni 6 mois après la maladie. D'accord. C'est clair. Alors, peut-être Jean-Pierre, nous faire un état des médicaments ou des traitements actuels. Je suis désolé. J'aurais voulu que Christelle nous parle un peu de ce qu'elle avait accepté et refusé. Est-ce qu'elle revient? Elle n'est pas encore revenue et je crois qu'elle est encore occupée. Donc, on va faire. Jean-Pierre est tout à fait compétent pour cela. Donc, en tout cas, pour préparer peut-être, quand Christelle viendra, oui. Donc, le problème de l'évaluation des médicaments, c'est d'avoir un niveau de preuve suffisant pour qu'il soit appliqué dans ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique, que ce soit par MADI ou à l'hôpital. Et donc, alors, vous savez, d'abord, il y a eu un effort assez considérable au niveau international pour arriver à trouver des traitements pour le Covid-19. Et souvent, des propositions thérapeutiques sont arrivées avec des niveaux de preuve insuffisants. Alors souvent, c'est des médicaments qui existaient déjà dans la pharmacopée, et on appelle ça du repositionnement. Donc ça veut dire, par exemple, j'ai un médicament, j'ai peut-être une hypothèse physiologique pour dire que ça va marcher. Notamment, souvent, on cherchait à diminuer ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire empêcher que le virus se multiplie trop dans la voie respiratoire ou ailleurs pour qu'il entraîne effectivement la maladie, par exemple, sous une forme grave.
Et donc, il y a une période où on a beaucoup d'espoir. On pense que ces médicaments vont arriver et être utilisés à large. Et puis, avec suffisamment de recul clinique, parce qu'on est obligé de faire des essais qu'on appelle contre-placebo et des effets observationnels, on s'aperçoit qu'en réalité, l'espoir qu'on mettait dans le médicament, il n'est pas là. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, mais il y en a d'autres. Hein. Et puis, quelquefois, il y a des médicaments… On va accueillir Christelle tout de suite parce qu'elle risque de repartir, je pense. D'accord, on en attend beaucoup. Il y a d'autres médicaments qui ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on pensait. Là, je suis très content que Christelle soit là. Oui, Christelle, est-ce que vous avez quelques minutes cette fois pour nous parler un peu des nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous… on vous a présenté tout à l'heure en votre absence. Donc, ici, on sait que vous êtes directrice générale de l'Agence nationale des produits de santé. Mais est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, par contre, moi, vous me voyez peut-être, mais moi, je ne me vois pas. Donc, c'est pas grave, mais c'est juste un tout petit peu perturbant. Donc, si vous arrivez à me voir et à m'entendre, c'est parfait. Toutes mes excuses pour cette arrivée tardive et formidable que vous soyez là. Voilà, et mes arrivées et mes départs, ce n'est pas toujours simple. Donc merci beaucoup déjà, en effet, à nouveau pour l'organisation de ces webinaires parce que c'est important. Cela permet évidemment de pouvoir partager ensemble un certain nombre d'éléments et d'informations. Alors, vous parliez en effet de traitement. Alors, Jean-Pierre, j'ai pris au vol en effet, les éléments. Oui, c'est quoi les bonnes nouvelles? Voilà. En fait, c'est quoi les bonnes nouvelles? Et les médicaments qui ne marchent pas que la NSM a arrêté, c'est très important. Oui, alors en effet, c'est ce qui était indiqué. On est toujours évidemment, et moi je le dis au niveau évidemment à l'agence, on se positionne sur des faits et sur des données et pas évidemment sur des croyances ou autres. Et on aimerait tous, et je crois que Madi de Nantes le disait, on parlait de la vitamine D, on pourra y revenir. On aimerait tous avoir une palette d'options thérapeutiques qui nous permettent de pouvoir trouver une solution. On a évidemment les vaccins, mais là, en effet, notamment pour les patients atteints de Covid, on aimerait tous pouvoir trouver, des options thérapeutiques, simples avec peu d'effets secondaires, et on en serait tous ravis. Pour autant, aujourd'hui, c'est en effet évidemment compliqué. On peut reprendre évidemment le sujet de l'hydroxychloroquine. Je l'ai toujours dit, parce que ça a pu être polémique. Il n'y a aucun tabou évidemment à l'agence sur quelconque médicament, que ce soit l'hydroxychloroquine ou autre. Ce qui est important, c'est de voir ce qui fonctionne. Et pour savoir si ça fonctionne ou pas, il faut faire des essais dûment conduits pour essayer en effet de mettre en évidence s'il y a quelque chose qui fonctionne ou pas. Donc on a la même démarche dans sur d'autres évidemment produits, et c'est la démarche normale et qui doit se passer notamment par rapport en effet à la pathologie Covid. On le voit alors. Les sources d'espoir, Madi de Nantes le disait, évidemment, les vaccins, ça c'est un point évidemment extrêmement important. Et puis, les sources d'espoir aussi, on apprend, ça fait plus d'1 an que nous luttons tous contre cette maladie, et on apprend de plus en plus quand même sur cette maladie. On apprend à mieux la prendre en charge. Je prends par exemple, je prends l'exemple des corticoïdes en effet. Donc, il y a en effet une prise en charge qui est beaucoup plus adaptée. Également sur l'oxygénothérapie. Aujourd'hui, y compris pour les patients en réanimation, on a appris, et donc cela permet en effet aussi d'avancer et de pouvoir avoir des prises en charge les plus adéquates possibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des anticorps monoclonaux, parce que tout le monde vous attend là-dessus? J'imagine bien. Qu'est-ce que c'est d'abord faire la distinction avec les anticorps que l'on peut avoir naturellement dans le sang lorsqu'on a fait une maladie? Quelle est la différence? Et est-ce que vraiment c'est une piste? Alors, en effet, donc, je reviens un tout petit peu et j'aborderai tout de suite évidemment les anticorps monoclonaux, mais en effet sur l'évolution notamment des thérapeutiques et la connaissance de la pathologie, on l'a vu notamment dans le cas des essais cliniques qui ont été déposés et autorisés à l'agence. On a vu l'évolution. Au début, les équipes et notamment académiques se sont beaucoup focusées en effet sur les aspects antiviraux. Ensuite, ça a évolué aussi sur l'aspect inflammatoire, puisqu'on l'a bien vu en effet que
leur âge cytokinique, notamment chez les patients sévères, était évidemment très impactant. Donc, au fur et à mesure, évidemment, les choses avancent en termes d'options thérapeutiques. Alors, les anticorps monoclonaux, on en entend beaucoup parler en effet. Le principe de ce traitement, c'est d'injecter aux patients des anticorps spécifiques contre la COVID-19. Donc, les anticorps monoclonaux, ils sont conçus pour s'attaquer à la protéine S, donc la protéine spike notamment. Je pense que tout le monde maintenant est très sachant et très savant sur le SARS-CoV-2 et notamment sa physiopathologie, qui est située donc à la surface du coronavirus et qui va l'aider à se fixer et à pénétrer dans les cellules humaines. Donc, l'objectif, en effet, d'un anticorps monoclonal, lorsqu'il est administré, c'est d'empêcher le virus de s'accrocher à nos cellules, puisque les anticorps monoclonaux vont bloquer la protéine S et ils vont donc bloquer la porte d'entrée du virus et empêcher l'infection de nos cellules. Et donc, c'est comme ça, en effet, que le principe et le mécanisme d'action d'un anticorps monoclonal. Donc, en vous disant cela, en effet, vous comprendrez aisément que les bénéfices de l'utilisation de ce type de traitement d'anticorps monoclonal, c'est en phase précoce de la maladie. C'est-à-dire lorsque le virus est encore en capacité d'être capté, et d'être capté en effet par les anticorps monoclonaux, pour qu'il puisse ne pas rentrer en effet qui ne rentre pas dans nos cellules. Donc ça, c'est un point évidemment qui est très important. Qu'est-ce que vous voulez dire la phase précoce? Ça veut dire quand le patient est encore en ville? Alors oui, justement, donc on va juste y revenir juste après, et donc notamment en effet, donc avec au début des symptômes, c'est-à-dire à ce stade, et je reviendrai sur les accès précoces, mais on est dans les 5 jours à partir du début des symptômes. Il y a un point important à rappeler, mais peut-être que Madi de Nantes l'a déjà fait vu mon arrivée tardive et je m'en excuse à nouveau. Il faut bien rappeler que dans quasiment 9 cas sur 10, mais vous l'avez peut-être déjà fait, Madi, donc je ne sais pas. Dans 9 cas sur 10, en effet, la COVID-19, là où moi j'ai encore du mal avec mais bon, voilà, la pathologie, on va dire, la COVID-19, elle est bénigne et ça se passe bien, et heureusement. Et donc ça, c'est un point évidemment extrêmement important et il faut bien rappeler cela. Après, par contre, en effet, il y a 10% de cas où c'est compliqué, et notamment, il peut y avoir 3 à 4% où c'est vraiment très compliqué. Donc, de ce fait, l'intérêt de l'utilisation de ces anticorps monoclonaux, c'est pour éviter en effet que l'on aille vers une forme sévère de la maladie et avec hospitalisation, réanimation ou possiblement décès. Et donc, cela est important d'être privilégié pour les patients qui sont à risque de développer en effet ces formes sévères. Et donc, pas pour tous les patients. On est vraiment dans le bénéfice-risque. Donc, à ce stade, il y a plusieurs anticorps monoclonaux qui existent, soit des combinaisons, donc des bithérapies ou des monothérapies. On le sait, et le fait d'avoir une bithérapie est toujours plus avantageuse parce que ça permet de cibler plusieurs endroits et donc c'est évidemment plus efficace et ça permet aussi d'avoir moins de risques d'émergence possiblement de variants. Et c'est dans ce cadre, en fonction des données qui sont à disposition, que nous sommes en effet dans l'évaluation des accès précoces à ces anticorps monoclonaux. Alors, on est sur des données limitées, mais c'est le propre de l'accès précoce, comme donc des ATU de cohorte, notamment, autorisation temporaire d'utilisation de cohorte. C'est le même principe que l'on a en onco-hémato ou dans d'autres pathologies, où on considère que même si on a des données limitées, les données que l'on a à disposition mettent en évidence que l'on a une présomption de rapport bénéfice-risque positif, donc de bénéfice supérieur au risque, suffisamment important pour pouvoir donner accès dès maintenant, même avant l'autorisation de mise sur le marché. Et ceci dans un environnement particulièrement encadré. Et donc, c'est ce que l'on fait avec ces anticorps monoclonaux. Donc, pour des populations qui sont à risque de faire des formes sévères, et on sait que si on a une forme sévère, eh bien, il peut y avoir des conséquences très importantes pour ces patients en termes de réanimation ou de décès. Et donc, quelles sont les populations les plus à risque aujourd'hui de Covid sévère? Il y a l'âge. On le sait, l'âge est un, si ce n'est le facteur de risque le plus important, donc au-delà de 80 ans. Les patients aussi qui ont une immunodépression, soit par rapport à leur pathologie, soit par rapport au traitement qu'ils prennent,
par exemple, en effet, les patients greffés, les patients qui sont en chimiothérapie active, les patients qui sont sous immunosuppresseurs, des pathologies auto-immunes ou autres, et puis les patients de 70 à 80 ans, donc juste en dessous de 80 ans, mais qui ont des comorbidités. Par exemple, un patient de 72 ans qui a un diabète, une pathologie cardiovasculaire et une obésité, forcément, c'est un patient en effet qui est très à risque et qui, quelque part, en termes de pondération, l'emmène dans la décennie supplémentaire en fait. Et c'est pour ces patients-là, en effet, qu'il est indispensable d'avoir en effet ces options thérapeutiques que sont ces anticorps monoclonaux, donc avec une administration qui peut se faire en ville, enfin une administration qui se fait à l'hôpital, mais le patient peut être ensuite évidemment en ville, avec des conditions d'isolement. Je rappelle que quand on est Covid+, on s'isole. Évidemment, que l'on soit jeune, pas jeune ou autre, il faut évidemment s'isoler et respecter les mesures barrières. Et donc, la possibilité de cette administration le plus tôt possible, donc dans les 5 jours par rapport au début des symptômes, et ensuite, en effet, donc avoir cette option thérapeutique. C'est une seule administration, c'est une seule fois, et ensuite un suivi évidemment clinique et aussi un suivi virologique qui permet de voir la décroissance de la charge virale ou, s'il n'y a pas de décroissance, des mesures de suivi virologique particuliers. Donc, ils sont administrés en établissement de santé et ensuite suivis à domicile. Exactement, exactement. Et en respectant bien évidemment les mesures barrières quand on est Covid+. Et par exemple, je vais prendre un produit dont on a beaucoup parlé, le Bamlanivimab. Oui. Alors, qui n'a pas eu d'AMM, je crois, si. Non, on en a beaucoup parlé. Excusez-moi, de toutes petites secondes. Donc, en effet, on en a beaucoup parlé. C'est donc une monothérapie. Donc, comme je vous disais, c'est mieux d'avoir des bithérapies que des monothérapies en termes d'efficacité et notamment aussi en termes de risque d'émergence possiblement de variants. Donc là, très clairement, en effet, quand nous avons autorisé en accès précoce, et je rappelle, l'accès précoce, ce n'est pas l'autorisation de mise sur le marché. On n'a pas autant de données, on le sait. Pour autant, on considère qu'il y a un intérêt pour les patients à aller vers cet accès précoce. Donc, le BAM, en effet, lorsqu'il a été donné, et l'indication a été très clairement indiquée dans l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte. Elle est en l'absence de disponibilité effective des bithérapies. L'ATU de cohorte de BAM, donc très très restreinte, a été donnée il y a, je crois que c'était au mois de février, fin février. J'avoue que les dates, on a tous du mal avec les dates. Fin février, les bithérapies arrivent là dans les quelques jours qui viennent, en tout début de semaine prochaine. Et donc, dans le temps, en effet, pour aller jusqu'à l'arrivée des bithérapies, quand on a des patients qui sont très très à risque, comme je vous le disais, des patients qui viennent d'être greffés, des patients qui sont en hémopathie maligne, en chimiothérapie active, où on sait que lorsque ces patients contractent le Covid, le taux d'attaque est très très fort, le taux de mortalité est très très important. Pour ces populations-là, extrêmement particulières, extrêmement spécifiques, il apparaît légitime de pouvoir proposer cette option, en effet, BAM, monothérapie, dont les données, en effet, on est sur un rationnel pharmacodynamique, dont les données, en effet, sont limitées, mais il y a un bénéfice, une présomption de bénéfice qui est, en effet, supérieure au risque pour ces patients vraiment très particuliers. Et donc là, ce sont des patients qui, malheureusement, en général, quand ils sont Covid+, sont hospitalisés. Et donc, l'administration se fait en hospitalisation et le suivi se fait aussi en hospitalisation. Mais c'est vraiment dans l'attente de l'arrivée d'épithérapies qui sont des options thérapeutiques dont, en effet, la présomption de BR est plus importante. Donc, les bithérapies vont arriver là très rapidement. Elles sont déjà passées à la commission de transparence, Jean-Pierre? Ah non, alors, non, alors, je pense qu'il y a un consensus pour d'avoir des autorisations temporaires d'utilisation, surtout dans le contexte du Covid. Mais comme l'a dit Christelle, il y a une présomption. Donc, quand ça passe à la commission de la transparence, ça veut dire que les données ont été accumulées un petit peu plus ou qu'on a un petit peu plus de recul. Et il y aura une réévaluation, effectivement, qui permettra notamment de savoir si la collectivité
sur la base aussi des éléments de comparaison, prendra en charge ce médicament. Et aussi, il y aura une négociation de prix parce que souvent, les médicaments innovants, y compris les anticorps monoclonaux, sont en réalité extrêmement chers, très souvent. Mais Djilalil arrive juste- au bon moment. Djilalil, Hanan, nous vous avons présenté en Oui. votre absence, bien sûr. Nous savons que vous êtes professeur de médecine intensive et réanimation. Donc, aujourd'hui, est-ce que les patients que l'on prend en charge en réanimation aujourd'hui, vous avez une prise en charge très différente de celle d'il y a, on va dire, un an, la première Ah vague? oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Désolé de mon arrivée tardive. Il est clair qu'un an après, on prend en charge les patients très différemment. Et heureusement d'ailleurs, on a fait énormément de progrès dans la prise en charge hospitalière en tout cas. D'abord, on a la chance maintenant d'avoir pour les patients hospitalisés avec des formes graves au moins 2 traitements qui ont une efficacité incontestable sur la survie et sur la diminution des séquelles liées à la Covid-19. C'est d'abord la corticothérapie, les corticoïdes, qui seront donnés à une dose équivalente à 6 mg de dexaméthasone, aussi bien par voie orale que par voie intraveineuse en fonction de l'état clinique du patient. Et donc, c'est un traitement dont on connaît bien évidemment très bien les effets secondaires, les modalités d'administration et dont on peut parfaitement bien maîtriser le rapport bénéfice-risque et qui est pas cher, disponible partout, accessible dans tous les hôpitaux, quelle que soit leur taille, leur nature, et accessible pas simplement aux patients admis en réanimation, mais aussi aux patients sévères qui ont besoin d'oxygène et qui sont hospitalisés. Voire pour certains qui sont hospitalisés à domicile sous oxygène, puisqu'on sait que des dispositifs, comme par exemple en Ile-de-France, le dispositif Covidom, permet à des patients sous oxygène, dans de très bonnes conditions, d'être traités à domicile. La deuxième thérapie, dont l'efficacité a été plus récemment démontrée, ce sont des anticorps dits monoclonaux, ça veut dire des anticorps qui sont ciblés contre une molécule particulière, et cette molécule particulière est un récepteur à la surface des cellules pour une molécule qui provoque l'inflammation dans l'organisme, on appelle l'interleukine 6, et donc cet anticorps va bloquer la fonction de cette molécule qui cause de l'inflammation et ainsi prévenir l'inflammation et prévenir les dommages faits à nos organes et aux organes des patients. Et donc, de la même façon, réduire le risque de nécessité d'être admis en réanimation quand on est hospitalisé. Et lorsque l'on est hospitalisé en réanimation, eh bien, améliorer et accélérer les chances de guérison. Donc, vraiment, ça, je crois que c'est… Beaucoup moins de mortalité en réanimation. Donc, il y a beaucoup moins de mortalité complètement, mais même hospitalière. C'est-à-dire que par rapport à la première vague, dans cette deuxième vague, il y a beaucoup de patients qui ont pu éviter le recours à la réanimation grâce à ces traitements. Et ça, je crois que c'est une avancée majeure dans la prise en charge des patients hospitaliers. On va voir les questions un petit peu maintenant, Frédéric. Non, oui, non, mais en fait, c'est très large. Les questions, c'est concernant les cofacteurs. Alors, les cofacteurs de morbidité, est-ce que les traitements sont compatibles avec les immunothérapies, avec les chimiothérapies, avec les anticoagulants? Enfin, il y a énormément de questions sur tous les effets secondaires possibles liés à ces monoclonaux ou les traitements actuels ou corticoïdes. Quels sont les effets désirables des monoclonaux, par exemple? Ils sont connus maintenant. Oui, le principal effet indésirable, puisque ces traitements-là baissent, en diminuant l'inflammation, ils baissent les défenses. Donc le principal effet secondaire, c'est l'acquisition d'une infection secondaire. Et en particulier, c'est un risque qu'on sait important chez les patients qui sont hospitalisés, et en particulier qui sont hospitalisés en réanimation. Honnêtement, c'est le principal risque. Après, il y a d'autres inconvénients. Il y a une toxicité modérée pour le foie et pour le rein.
mais le rapport bénéfice-risque, autrement dit, l'amélioration des chances de survie et la réduction des séquelles liées à la Covid que ces traitements permettent, surpasse ces effets indésirables potentiels sur le foie et sur le rein. Christelle, vous avez peut-être quelque chose à rajouter dans les effets qui remontent, puisque vous collectez aussi les effets indésirables des médicaments à l'agence. Bien sûr. Oui, alors, concernant en effet les anticorps monoclonaux, voilà, enfin, les anticorps monoclonaux, on connaît de manière générale, donc il y a un recul qui existe. Donc le profil de sécurité en effet est connu et Djillali Annane le rappelait également. À ce stade, on va voir l'utilisation puisque les accès précoces viennent d'être autorisés. Juste, je souhaitais rappeler notamment par rapport aussi au sujet ensuite de la transparence. Donc comme le disait Jean-Pierre Théry, à ce stade, nous sommes à l'accès précoce, donc la commission ne se positionne pas à ce stade. En parallèle, il y a donc des demandes d'autorisation de mise sur le marché, probablement conditionnelles, qui sont en cours au niveau de l'Agence européenne du médicament, en format rolling review, comme pour les vaccins. Vous vous rappelez, on avait déjà, lors d'un précédent webinaire, parlé en effet sur les vaccins. Donc, va arriver aussi probablement et on espère, si cela sera positif, qu'il y ait des autorisations de mise sur le marché conditionnelles et ensuite passage, en effet, évidemment, par la Commission de la transparence. Donc, sur les effets indésirables, en effet, il peut y avoir un tropisme hépatique ou rénal. Donc, c'est surveillé, c'est suivi, c'est extrêmement suivi dans le cadre aussi de l'accès précoce, comme dans le cadre des AMM. Mais quelque part, le profil de sécurité de manière générale des anticorps monoclonaux, on les connaît. Enfin, voilà, ça fait longtemps que les anticorps monoclonaux dans d'autres situations évidemment existent. Donc, c'est quelque chose en effet que l'on connaît. Et Madi, vous qui prenez en charge ensuite à domicile ces patients qui ont reçu leur dose d'anticorps monoclonaux en établissement hospitalier, vous les voyez, vous, ensuite en médecine de ville? Alors, ça démarre ces traitements. On n'en a pas eu dans notre maison de santé. On est en lien avec les services hospitaliers pour être prêt quand à les recevoir. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de retour à domicile de patients qui avaient reçu ces traitements en ATU. Alors, il y a une question intéressante que je prends là au hasard parce que d'habitude, je n'aime pas regarder le chat parce que je préfère rester concentrée sur les échanges entre vous. Est-ce qu'on peut développer une forme grave Covid après avoir été vacciné? Est-ce que vous en avez vu ou Jean-Pierre, dans la littérature internationale, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Forme grave. Oui, grave. Oh, mais ce que je peux dire, si tu veux, c'est alors, on a des retours comme quoi c'est insuffisamment expliqué après une première vaccination qu'il faut continuer à se protéger au maximum, au moins pendant une vingtaine de jours, en gros. Et donc, quand on a comparé, c'est le débat autour de la première et de la deuxième dose, en réalité, quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas du tout protégé immédiatement. Donc, la plupart des cas qu'on va voir, y compris les cas graves, c'est après la première dose, dans les 15 jours qui suivent. Oui. Il y a beaucoup de questions sur les vaccins et ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Avant les vaccins, j'avais une question pour Madi, pour Djillali et pour Christelle. Parce que depuis hier, il y a des remontées alors, sur le territoire américain sur l'utilisation des antibiotiques. Si vous pouvez faire le point, que ce soit en ville ou à l'hôpital ou d'une façon générale sur la surveillance des consommations, il y aurait une surprescription d'antibiotiques dans le Covid avec une préoccupation sur, évidemment, qui favoriserait les bactéries résistantes. Où on en est sur la prescription d'antibiotiques dans toutes les formes? Alors en ville, non, on n'a pas aucune indication, aucune recommandation de prescription d'antibiotiques dans le Covid. Donc non, en ville, on n'a pas de doute pour l'instant ou pas de question sur une prescription éventuelle d'antibiotiques. Christelle? Oui, il est signalé quand même des utilisations abusives d'antibiotiques et l'augmentation de la résistance des BMR, des bactéries résistantes, du fait qu'il y aurait une surutilisation des antibiotiques en période Covid, alors que les recommandations ne sont pas de prescrire des antibiotiques, sauf si évidemment il y a une oui, j'allais ajouter, sauf s'il y a une indication, voilà. Sauf s'il y a une surinfection, bien entendu. On reste des prescripteurs. Quand il y en a besoin, c'est toujours des médicaments extraordinaires. Donc on les prescrit, mais pas sur un Covid simple. Et c'est vrai que
c'est vrai qu'il y a eu, ça ne devrait plus être d'actualité, mais il y a eu pendant de nombreux mois l'utilisation d'antibiotiques, notamment macrolides et apparentés, pour ne pas citer l'azithromycine par exemple, qui a été très largement utilisée. Maintenant, on le sait à tort, parce que d'abord, alors qu'on craignait il y a un an que dans la Covid, comme on le voit habituellement dans la grippe, il puisse y avoir des co-infections bactériennes. On sait aujourd'hui que c'est exceptionnel. Et puis ensuite, on a longtemps imaginé ou pensé que l'azithromycine et d'autres molécules apparentées pouvaient avoir également un effet immunomodulateur et donc de cette façon prévenir ou réduire l'inflammation associée à l'infection virale. Et là encore, on sait aujourd'hui, notamment au travers d'essais cliniques qui ont été conduits, qu'il n'y a pas de bénéfice à cet usage, non pas anti-infectieux, mais immunomodulateur d'antibiotiques. Alors, immunomodulateur, est-ce que vous pouvez expliquer Oui, donc on pense, avec un certain nombre d'arguments scientifiques, que les formes sévères de Covid-19 sont en réalité dues à une inflammation et donc à une réponse inflammatoire exagérée de l'hôte et non pas à la toxicité directe du virus. Et donc, c'est bien cette augmentation exagérée de la réponse de l'hôte que l'on cherche à moduler, à atténuer, sans la supprimer complètement parce qu'elle est importante. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de modulation de la réponse immunitaire ou d'immunomodulateurs, parmi lesquels il y a les corticoïdes, il y a les anticorps monoclonaux et certains antibiotiques dans certaines situations. Dans la Covid, aujourd'hui, il est consensuel de considérer que l'utilisation de l'azithromycine ou de molécules équivalentes à des visées immunomodulatrices et non pas anti-infectieuses n'ont pas lieu d'être implémentées en routine et donc pas d'antibiotiques, sauf s'il y a une documentation d'un agent bactérien. On a bien compris, pas d'antibiotiques, mais les corticoïdes, en revanche, il est admis aujourd'hui qu'ils sont tout à fait bénéfiques. On a beaucoup parlé du molnupiravir. Voilà, ils ont des noms épouvantables. Molnupiravir, qu'est-ce qu'il en est en fait? On l'abandonne, cette piste, ou Christelle, à l'agence, vous avez dû être saisie, j'imagine. Madi, allez-y. Et juste par rapport, attention, pour les corticoïdes, bien sûr, grande, mais attention, sur certaines indications de forme grave. Ça ne met pas sous corticoïdes. Les Covid, la majorité des Covid, qui sont des Covid bénins, il n'y a pas besoin de mettre de corticoïdes. C'est seulement dans les formes graves. Oui, la recommandation, c'est dès lors que l'on a besoin d'oxygène. Enfin, on a tous besoin d'oxygène. Dès lors qu'on a besoin d'une supplémentation en oxygène. Merci beaucoup, Mali. Je reviens sur ma première question. Peut-être, Dr Hanan, si vous pouvez faire une différence peut-être avec les Covid récents et les Covid dits longs. On l'a traité sur le précédent webinaire. Mais est-ce qu'il y a une différence de prise en charge, de traitement et de perspective sur les Covid dits longs? D'abord, les Covid dits longs, honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas très bien encore ce que c'est. Moi, j'ai la chance de faire partie du groupe de travail de l'OMS qui cherche à en établir la définition. Il y aurait 3 types de profils différents. Il y a les séquelles persistantes, et ça concerne surtout les personnes qui ont fait une forme grave et qui vont garder des séquelles au long cours de leur forme grave. Il y a le deuxième profil, qui sont plutôt des patients qui ont fait des formes peu sévères, voire même qui n'ont pas été hospitalisés, et qui vont développer, a priori, un certain nombre de manifestations, principalement, on va dire, fonctionnelles, de type neurosensoriel. Par exemple, une fatigue sévère, une fatigue chronique, des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur. Et donc ça, pour l'instant, c'est pas encore très bien caractérisé. Enfin, il y aura un troisième profil
qui seraient là encore des patients qui ont fait des formes initiales peu sévères et qui, cette fois-ci, vont développer pas simplement des manifestations psychosomatiques ou neurosensorielles, mais aussi des atteintes d'organes, une insuffisance rénale, une pathologie cardiaque chronique, une pathologie neurologique chronique. En particulier, on sait que ces virus de la famille des coronavirus ont un pour le système nerveux. Cela avait déjà été décrit avec le premier coronavirus B, le SRAS, où il y avait eu, après le SRAS, un certain nombre de cas de sclérose en plaques qui avaient été déclarés dans les mois, années qui suivaient l'infection par le SRAS. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore de preuves et de documentation, et l'OMS est en train d'établir à la fois la description de ces profils et les examens diagnostiques pour confirmer ces Covid longs. Donc, on n'en est pas encore au traitement qui pourrait les prévenir ou les traiter. On en est déjà à caractériser la Covid long. Madi ? Donc, nous, on les voit en ville. Donc, ces personnes, soit avec des séquelles persistantes, soit avec des syndromes de fatigue chronique ou des douleurs chroniques. Donc, pour l'instant, on surveille, on les suit de près, on essaye d'être présent, mais on n'a pas beaucoup de connaissances. Donc, c'est un suivi, une surveillance, les croire et les soutenir et leur dire qu'on est attentif pour dès qu'on aura des propositions de prise en charge, de traitement. On est très attentif, nous, à la maison de santé, parce qu'on a quand même beaucoup de patients qui ont des Covid longs. Une question est passée sur l'ivermectine. Qui peut répondre? Alors, sur l'ivermectine, en effet, donc, il y a à la fois la nécessité, en effet, de pouvoir avoir des essais cliniques. Certains, en effet, sont déjà réalisés. On a des demandes aussi d'autorisation d'essais cliniques. Et à ce stade, nous en sommes, comme je le disais tout à l'heure, il est important, en effet, d'avoir un rationnel, évidemment, et un raisonnement scientifique. On se base sur des données et il faut en effet aller sur l'investigation et aller voir en effet sur le potentiel intérêt de l'ivermectine. À ce stade, on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Il y a besoin d'essais, notamment d'essais randomisés. Certaines équipes sont mobilisées sur ce sujet-là, mais à ce stade, voilà, on n'a pas d'éléments permettant évidemment de recommander l'utilisation de l'ivermectine. Sur le molnupiravir, parce que j'ai été coupée à un moment, donc je n'ai pas pu répondre par rapport à tout à l'heure. Il y a 2 essais en effet qui sont autorisés, un en hospitalier et un en ambulatoire. Donc c'est en cours d'investigation. Et qui serait plutôt favorable les essais sont en cours, donc voilà, je n'ai pas encore les résultats, donc je ne peux évidemment pas me prononcer à ce stade. Il y a eu beaucoup de communications qui ont été réalisées, oui, en effet, par le laboratoire Merck, mais à ce stade, dans les essais, en effet, qui sont autorisés au niveau national et qui ont notamment, qui font aussi l'objet d'une priorité en effet nationale dans le cadre des essais cliniques, ils sont en cours et on n'a pas les éléments à ce stade. Mais on en a 2, un en hospitalier et un en ambulatoire. Jean-Pierre? Je voudrais dire, dans ce que vous avez présenté tous les trois, on voit que la démarche scientifique permettra de trier et de prioriser en retenant ce qu'on appelle ce qui va marcher dans l'arsenal thérapeutique. Et en fin de compte, donc on voit qu'on sera amené à abandonner des pistes qui avaient éventuellement été trouvées sur des bases un peu théoriques et qui ne sont pas concrétisées. Mais en fin de compte, aussi pour le public qui nous attend, pour les associations aussi, et c'est un peu une question plutôt sur la NSM, même si la HAS participe aussi, et tout le monde participe à cette forme de tri, c'est quelles sont les thérapeutiques qui sont même pas évaluées, qui sont proposées, dont les gens peuvent entendre parler, et où on a tout de suite dire, il n'y a pas du tout de preuve, il n'y a même pas eu de début d'essai clinique, et il faut surtout pas aller sur cette piste et croire ce qu'on vous raconte. Tu parles du Virapic? Par exemple. Les herbes. Je pense qu'il y en a plusieurs, hein. Et là, c'est le rôle. Alors,
On a pu communiquer, je me rappelle d'une communication lors de la première vague, je crois, sur l'artémisia, par exemple, où en effet, il y a eu un regain, en effet, sur la plante artémisia. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, un regain en effet d'intérêt. Et donc, il est important, à nouveau, je pense que c'est important de l'avoir en tête, je le redis, il n'y a pas de tabou, en fait. Il faut vraiment, en effet, voir et avoir, comme vous l'indiquiez, cette démarche scientifique qui doit être agile, en effet, et on voit voilà, les académiques se mobilisent de manière, enfin, pas que les académiques, mais notamment de manière extrêmement forte et extrêmement importante. Et donc, il faut évidemment avancer. On est tous à la recherche, évidemment, d'options thérapeutiques. On le disait tout à l'heure. Je pense, voilà, je parle sous le contrôle de Djilali et j'imagine qu'en effet, on est tous, évidemment, il m'a dit, on est tous à la recherche de ces options, évidemment, thérapeutiques, mais voilà, il faut que les choses soient faites de manière agile, de manière la plus rapide possible, mais avec des données qui permettent, en effet, de documenter de la manière la plus adéquate possible et de ne pas se fourvoyer, en effet, sur un type de traitement, alors qu'il y a possiblement d'autres options thérapeutiques. Là, on parle de médicaments, mais vous l'avez peut-être vu, hein, nous nous sommes positionnés et donc j'ai pris des décisions de police sanitaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on prend des décisions de police sanitaire, notamment dans le champ des dispositifs médicaux et des DIV, aussi des diagnostics in vitro, où nous avons eu, j'ai suspendu un autotest urinaire qui se revendiquait en capacité de détecter le SARS-CoV-2, ce qui n'était pas le cas. Et donc, c'est un vrai sujet, évidemment, pour les citoyens et pour les patients. Et aussi un spray nasal, vous l'avez peut-être vu, qui avait un renfort de communication avant qu'il ne soit qu'il soit distribué. Je crois qu'il s'appelait COV Défense, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en effet, où il n'y avait aucune donnée qui permettait de sous-tendre ces allégations. Et à nouveau, voilà, je n'ai pas de tabou. Je suis prête, évidemment, et on est prêts tous collectivement à pouvoir autoriser ou accompagner. Pour autant, il faut qu'il y ait évidemment des données et un minimum de données. On peut le faire, on peut faire de l'accès précoce sur des données limitées, mais il faut qu'il y ait en effet ces éléments. C'est indispensable. C'est indispensable en effet pour avancer dans les options thérapeutiques aujourd'hui. Djilali ? Oui, moi, pour aller totalement dans le même sens, 1 an après le début de la pandémie, le meilleur conseil qu'on peut donner aux patients, surtout ne prenez pas de médicaments ou de traitements qui n'aient pas prouvé l'efficacité, parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements qui ont prouvé leur efficacité, et parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes, de très nombreuses plateformes, qui investiguent de façon rigoureuse dans des délais remarquables. Cela va très vite. Par exemple, les corticoïdes, c'est en 8 semaines que leur efficacité a été démontrée. Le tocilizumab, c'est en 8 semaines que l'efficacité a été démontrée. Donc aujourd'hui, il y a en place… Maintenant, c'est admis, pour les formes sévères à l'hôpital, oui. Ouais. Et donc, encore une fois, il y a des infrastructures en place dans la plupart des pays, avec une très forte coordination des chercheurs académiques, qui font que toutes ces molécules sont en train d'être évaluées, beaucoup d'entre elles, et donc il vaut mieux les prendre dans le cadre d'un essai clinique, et donc demander, le cas échéant, à participer à un essai clinique là où on est traité, de façon à accéder à ces molécules dans des conditions strictes de surveillance, de façon à courir le moins de danger possible. Oui, Christelle ? Oui, pardon, désolée, juste pour compléter, en effet, on le voit, l'évolution notamment des essais cliniques qui sont déposés et autorisés, on a aussi la balance ambulatoire maintenant. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Il y a à la fois cette partie, évidemment, les essais cliniques en hospitalier, mais aussi en ambulatoire. Donc, ça permet en effet de pouvoir s'assurer d'avoir une évaluation, un encadrement évidemment sécurisé et au bout, avoir les vraies réponses. On a beaucoup de questions et ce que l'on veut avoir, c'est des vraies réponses et des choses qui soient suffisamment en effet robustes pour lesquelles ensuite on peut en effet engager à la fois les professionnels de santé et les patients. Typiquement, en effet, l'exemple de la corticothérapie, au départ, voilà, ce n'était pas complètement intuitif, très clairement, de se dire on va utiliser de la dexaméthasone chez les patients sévères. Et puis, voilà, c'est la démarche scientifique que
voilà, qui nous anime tous et qui est indispensable. Et ce n'est pas un cadre réglementaire ou administratif pour embêter. C'est pas du tout cela. C'est juste pour démontrer. On a des options, on a des réflexions, on a possiblement des stratégies, et ensuite il faut les éprouver et les confronter en effet à la réalisation de ces essais pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est le propre de la recherche. Voilà, je suis chercheur de formation et on avance comme ça. Quelquefois ça fonctionne. Quelquefois, ça ne fonctionne pas, mais même quand ça ne fonctionne pas, on a appris des choses. Et on a appris des choses, en effet, pour la prise en charge des patients. Thilali, vous vouliez dire quelque chose? Oui, très brièvement. Moi, quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, j'ai vécu cette période, le début du sida. Exactement. Je l'ai vécu en tant que jeune interne, puis jeune chef de clinique après. Et jamais je n'avais vu à quel point les patients pouvaient être eux-mêmes acteurs de la recherche clinique et des essais cliniques. Et à quel point ça a été un exemple pour moi du rôle des patients eux-mêmes pour, au contraire, pousser à la démonstration dans des essais cliniques de l'efficacité des traitements et de faire avancer la lutte contre la maladie. C'est la même chose qui doit être reproduite aujourd'hui. Et je pense vraiment que les patients, et nous tous, nous sommes les acteurs et nous devons être les acteurs de ce progrès. Et pour ça, on ne doit pas s'égarer dans la prise de médicaments proposés sur Internet ou par des voies qui ne sont pas des voies sérieuses. Je vois que nous avons bien dépassé l'heure. Je vais vous demander à chacun de dire un petit message peut-être pour nous connecter. Pardonne-moi, oui. Juste si vous pouvez donner un mot de la fin, mais concernant l'état de la vaccination, parce qu'il y a énormément de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Ça m'embête de ne pas que vous ne répondiez pas. Juste, quel est votre état d'esprit, votre conclusion actuellement sur la vaccination, sur l'efficacité de Pfizer? On a vu passer qu'AstraZeneca avait été hypothétiquement interdite ou arrêtée dans certains pays. C'est ce que je lis, c'est pas mon interprétation. Donc voilà, je voulais juste savoir quel est votre avis et votre point de vue en tant que praticien de ville, ANSM et hospitalier. Alors moi j'ai commencé notre webinaire en parlant que c'est un espoir fabuleux, les vaccins. On a commencé déjà dans les centres avec le Pfizer, maintenant on le fait dans notre maison de santé avec l'AstraZeneca. C'est un espoir de sortir du tunnel avec toujours, je commence toutes mes vaccinations par un petit gel d'hydroalcoolique parce qu'on continue les gestes barrières, on n'arrête pas, on continue le masque, mais c'est un espoir qui est très important et qu'on est heureux de partager avec nos patients. Et sur l'accident au Danemark, peut-être vous pouvez, Christelle, nous en parler. Oui, alors pour compléter en effet ce que dit Madi, en effet, c'est un espoir évidemment extrêmement important. Nous avons aujourd'hui 4 vaccins autorisés, puisque vous l'avez vu, il y a quelques heures, il y a eu l'autorisation par l'Agence européenne du médicament et qui va être suivie par la Commission européenne du vaccin de Janssen, donc Johnson & Johnson, un vaccin donc vecteur adénoviral, un vaccin qui se conserve entre 2 et 8 degrés et une seule injection. Donc, le schéma d'administration vaccinale est une seule injection. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Sur, en effet, le sujet notamment vaccin AstraZeneca et au Danemark, il y a donc un signal où il y a eu donc, des troubles de coagulopathie, donc des troubles de la coagulation sévères chez des personnes qui ont été vaccinées. Et donc, il est important de regarder, de voir et d'investiguer. Le point majeur, évidemment, à bien avoir en tête, c'est que lorsque l'on a un effet qui survient, donc typiquement ce type d'effet grave ou autre, chez une personne qui a été vaccinée, cela ne veut pas dire qu'il y a un lien. Il faut investiguer et il faut aller rechercher. Ce que l'on voit aujourd'hui, évidemment, l'Agence européenne, et nous sommes partie prenante, évidemment, dans le cadre de l'ensemble des comités européens. À ce stade de ce que l'on a, dans la surveillance, en effet, qui est faite, y compris au niveau européen, on le voit, on a une quantité d'informations qui est phénoménale. On a un nombre de personnes vaccinées dans le monde qui est sans précédent. De mémoire, je crois, il y a une quinzaine de jours, on avait déjà 400 millions d'injections qui avaient été réalisées.
En 15 jours, ça a dû encore évidemment bien augmenter et c'est donc très important. Aujourd'hui, ce que l'on voit au niveau européen dans les bases, notamment de surveillance, de pharmacovigilance, c'est qu'on a 30 cas, en effet, d'effets indésirables graves de type troubles de la coagulation, en effet, importants, pour 5 millions de personnes qui ont été vaccinées par AstraZeneca. Donc, c'est important, en effet, à avoir ces éléments. Quand on regarde la survenue de troubles de la coagulation importants, donc CIVD ou autres, dans la population générale, aujourd'hui, on a les données, notamment ces 30 cas, ne sont pas supérieures à ce que l'on pouvait attendre avec des volumes analogues en population générale. Pour autant, cela veut dire que c'est un signal qu'il faut regarder, qu'il faut aller investiguer, qu'il faut voir, en effet, s'il y a un possible lien ou pas, et que toutes les mesures, en effet, seront à prendre. À ce stade, en effet, la position de l'agence européenne et que les bénéfices, en effet, d'Astra sont supérieurs à ce risque potentiel. Il faut continuer à investiguer. Les choses sont investiguées de manière extrêmement rapide, avec des remontées, en effet, de données qui sont importantes. On a l'expérience aussi au Royaume-Uni. Vous le savez, le Royaume-Uni a vacciné massivement avec AstraZeneca. Ils viennent de communiquer à nouveau. Ils confirment le profil bénéfice-risque positif, en effet, de ce vaccin, mais c'est en fonction, constamment, en effet, les données sont acquises, sont regardées, sont investiguées. Et donc, si un mot, en effet, sur la vaccination, voilà, ce sont des outils, en effet, qui génèrent énormément d'espoir. On en a 4 aujourd'hui, c'est important. Donc, il faut, en effet, pouvoir continuer, évidemment, la vaccination. Surtout ne pas arrêter, comme le disait Madi, les gestes barrières. Je rappelle aussi, je crois que c'est Jean-Pierre qui l'a dit à un moment, lorsqu'on reçoit en effet une dose de vaccin, on n'est pas protégé dans les 30 minutes qui suivent. Je vous rappelle, on a quand même un système immunitaire qui a besoin d'un petit peu de temps pour fabriquer en effet ses défenses. Et donc, il faut en effet, évidemment, continuer ces gestes barrières. Mais ce sont des vraies raisons, en effet, d'espoir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les traitements. Ça fait le lien aussi, le mot de la fin pour le sujet, notamment anticorps monoclonaux ou autres. Aussi les traitements, puisque on a évidemment des patients qui sont atteints de Covid, et notamment dans les personnes à risque de Covid sévère, il faut pouvoir mobiliser en effet ces options thérapeutiques, toujours en encadrant, en surveillant et en acquérant des données. C'est ça qui est important. On est en capacité d'acquérir des données en vie réelle, ce qui nous permet de connaître mieux les traitements, de connaître mieux les vaccins et d'adapter en marchant notre stratégie. Merci beaucoup. Il y a aussi, puisque 2 questions pour finir peut-être sur les vaccins, il y en a une, il y a plusieurs personnes qui se disaient atteintes d'une pathologie chronique et qui demandaient s'ils devaient se faire vacciner. Bon, je laisse la réponse aux médecins. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Oui, oui. D'aller voir leur médecin. Voilà. Il y a très peu de contre-indications. Il y a une consultation prévaccinale il y a très peu de contre-indications. Et oui, il faut qu'ils se fassent, s'ils peuvent. Voilà, on les encourage à se vacciner. Oui, mais vous avez dit que si quelqu'un avait fait une forme de Covid, il fallait attendre quand même un laps de temps. Donc ça, la population est au courant de ça? Oui, les médecins. La question est posée. Oui, alors je ne parlerai pas au titre de la Haute Autorité de Santé, mais ce sont des recommandations en effet de la Haute Autorité de Santé sur notamment le fait, lorsque vous avez eu un Covid, la recommandation est d'avoir une seule dose de vaccin, donc pas une administration, alors pour les vaccins qui ont un schéma à 2 doses, et avec un délai possiblement de 6 mois, je crois, 6 mois. De 6 mois, et l'ensemble des recommandations sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Docteur Hanan? Moi, je voudrais juste en guise de conclusion rappeler quand même que la vaccination, c'est l'innovation médicale qui a impacté le plus l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays, dans l'histoire de l'ère moderne de la médecine. Ça, je pensais que c'était l'aspirine. C'était non, c'est la vaccination. Non, c'est très clairement la vaccination. L'hygiène aussi. Je parlais d'innovation thérapeutique. Oui. Voilà. Bien sûr, après, très brièvement, on sait bien que les 3 inventions qui ont le plus contribué au doublement de l'espérance de vie, c'est l'électricité, l'eau et surtout le tout à l'égout dans les villes et dans les et dans tous les recoins des pays. Ce sont les
ce sont les interventions qui ont le plus grand impact sur la santé des gens, indiscutablement. Et la vaccination, voilà, c'est important de se souvenir de ça. Moi, j'ai confiance dans la vaccination. J'ai confiance dans la vaccination. Et j'ai confiance aussi dans notre système de santé, nos autorités sanitaires et leur capacité à garantir la protection de tout le monde et une vaccination sûre. Et je crois que il faut chasser de nos esprits toute réticence à l'égard de la vaccination. Ayons confiance. Surtout que bénéfice-risque, on a maintenant plusieurs centaines de millions de données, je crois, de vaccination dans le monde. On a combien? 400 millions, c'est ça, Christelle? Oui, au moins 400 millions. Merci beaucoup, Djilali. Et au moins, oui, parce que je crois que c'était, voilà, mes chiffres étaient d'il y a, je crois, une quinzaine de jours. Donc, voilà, ça monte très, très vite, vous le voyez. Donc, voilà, donc on a des données, en effet, qui sont extrêmement larges, ce qui a permis, vous l'avez vu, d'évoluer notamment pour AstraZeneca, où au moment des données de l'AMM, enfin du positionnement de la Haute Autorité de Santé, on était sur les moins de 65 ans. Les données acquises avec l'expérience britannique, avec l'expérience écossaise, ont permis d'aller au-delà de 65 ans. On a des éléments aussi qui arrivent sur l'efficacité notamment des vaccins ARN messagers sur les patients asymptomatiques. On a de plus en plus d'éléments aussi positifs sur la transmission. Donc voilà, on gravit les marches une à une. Et voilà, et ça fait du bien. Donc déjà premièrement, et on voit en effet que on a une acquisition de données qui est en effet assez phénoménale en ce moment. Donc voilà, et c'est évidemment très important. Et je ne peux que partager en effet les mots de Djilali sur la confiance en effet dans les vaccins, sur la surveillance qui est complètement évidemment transparente, et on s'adapte au fur et à mesure, et on peut réorienter aussi au fur et à mesure. C'est ça évidemment l'intérêt de ce travail collégial qui se fait avec les professionnels de santé, avec les patients, et dans une totale transparence. Une question, je veux quand même reprendre cette question de Jean-Jacques, qui a posé une question sur le forum en demandant quelle était la position de France Asso Santé par rapport à la résistance des soignants pour la vaccination. Eh bien évidemment, France Asso Santé est tout à fait pour la vaccination des soignants et même souhaite qu'il y ait une avancée là-dessus et qu'elle devienne obligatoire pour tous ceux qui prennent en charge d'autres personnes, parce que évidemment, ils sont, malgré tout ce qu'on a dit au début, c'est pareil, c'est qu'on a dit ça ne protège pas les autres, ça protège que soi-même. On sait maintenant que ça protège aussi les autres, peut-être pas à 100%, mais ça protège en grande partie les autres, évidemment, puisqu'il y a moins de charge virale circulante si soi-même on n'est pas atteint. Donc, mot de la fin, Christelle, on a compris, m'a dit un petit mot différent. Les vaccins, c'est la sortie du tunnel. Les vaccins, c'est la sortie. Et maintenant qu'on le fait même dans notre maison de santé, même à domicile, quel bonheur de pouvoir aller vacciner des personnes très inquiètes, très angoissées, très âgées et qui ne peuvent pas aller dans les centres. Et là, à domicile, on va aller vacciner et la sortie du tunnel. On voit la sortie du tunnel. Avez-vous un message à transmettre plus particulier par rapport à l'ensemble de la prise en charge de cette maladie? Les gestes barrières. Oui, et vous avez très bien expliqué une chose, on a beaucoup discuté avec Mathie en faisant la préparation, c'est que la médecine avance aussi dans le doute et il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça qu'on améliore constamment. Christelle, vous l'avez très bien dit aussi, tous les quatre, c'est très important. Bon, écoutez, merci infiniment. On a prolongé bien au-delà de ce que l'on pensait. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous allons donc vous libérer. On rappelle juste que vous aurez accès au replay sur le site de France Asso Santé et que certaines questions qui n'ont pas été traitées vont être envisagées par le France Asso Santé pour être traitées. Voilà. Et au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Le prochain webinaire sera donc le 25 mars, le prochain jeudi. Ça sera à 18h
pour vous permettre d'être plus nombreux, parce qu'on sait bien que c'est une très mauvaise heure, 17h, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Ça sera à 18h et ça sera sur liberté et Covid, parce que ça commence à être un débat qui monte aussi bien la liberté de ceux qui sont hospitalisés, séquestrés à l'hôpital, n'est-ce pas, Djéali, et que ceux qui sont en ville et qui veulent retourner. Donc, on parlera du pass sanitaire ou du pass vert, on ne sait pas encore. Donc, rendez-vous dans 15 jours à tous et merci à tous. Merci aux connectés qui ont pu rester jusqu'au bout et à ceux qui se sont connectés d'emblée. Vous étiez encore nombreux aujourd'hui. Et merci à nos experts dont on sait qu'ils sont tous très, très, très occupés. À bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Derrière. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.